Avant tout, je voulais quand même vous remercier tous pour tous les abonnés, tous les commentaires que vous avez pu mettre, les likes. C'est vraiment sympa. On a plus de 6500 abonnés. On a plus d'1 200 000 vues. 1 200 000 vues, incroyable. On a dépassé les 1,2 million. Je vous remercie tous, vraiment du fond du cœur. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me donne envie de continuer, bien sûr. Et puis d'essayer d'être au mieux pour vous. Essayer de répondre au mieux aux questions. Et puis essayer d'être dans vos attentes. Bon, salut les loulous. Je vous ai préparé un FAQ, là, ici. Il y a quelques questions qui reviennent systématiquement dans les commentaires ou qu'on m'envoie par mail. Donc j'ai essayé de faire une synthèse un petit peu de tout ça pour essayer de répondre au mieux avec, je dirais, 11 mois de navigation. Presque 12, hein, parce qu'on est parti le 25 mai. Donc ça va quasiment faire un an, voilà, quasiment. Ça fait 11 mois. Et donc je vais essayer de répondre au mieux. Si vous avez par la suite même des questions à me poser, n'hésitez pas, hein, mettez-les dans les commentaires, j'y répondrai. Mais je ferai peut-être plus régulièrement des FAQ, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on m'a posées qui reviennent systématiquement. Donc je vais essayer de développer ça au mieux. Voilà. Au niveau des indispensables, moi ce que je juge comme indispensable, ça va être par exemple l'eau. Si vous avez la possibilité d'avoir un désalinisateur, n'hésitez pas à le mettre, même si ça coûte un petit peu cher. Moi, j'ai pas pu le faire pour une question de budget, bien sûr. Et donc, c'est vrai que ça, c'est une corvée, parce que nous, on a 300 litres d'eau dans le bateau, on a à peu près une 100 litres d'eau en réserve, en bouteille. Et puis, on va avoir une centaine de litres d'eau dans des bidons en extérieur. Alors, effectivement, j'ai fait peut-être une erreur. C'est que les bidons, j'ai pris des bidons standards qu'on trouve dans le commerce couramment, qui sont translucides. Voilà. Ils ne sont pas complètement opaques, ils sont translucides. Et en fait, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez l'eau dans les 3 semaines qui suivent. Alors, nous, on les utilise, c'est-à-dire qu'on bascule les bidons, les 100 litres d'eau qu'on a sur le pont, on va les mettre dans les cuves, parce que ça va quand même relativement vite. Hein. On vide une cuve de 100 litres, on la vide en l'espace d'une semaine, maximum 2. Voilà, enfin ça dépend combien il y a de gens à bord. C'est bien d'avoir des bidons de bonne qualité. Puis surtout le développement de bactéries ou d'algues qu'il peut y avoir à l'intérieur. Alors ça peut se neutraliser en mettant des petits cachets ou des systèmes avec de l'eau de javel, des trucs comme ça, il existe plein de choses. Nous on a essayé ça, ça marche très très bien. Ça permet de garder l'eau beaucoup plus longtemps. C'est pas forcément de l'eau qu'on va boire, c'est de l'eau qui va servir pour se laver, pour faire la vaisselle, pour entretenir le bateau, pour voilà, enfin de l'eau de tous les jours, faire cuire des nouilles. Ça pose pas un problème puisque ça bout. Mais quand c'est des bidons qu'on remet à l'intérieur, je ne bois pas l'eau. Je m'en sers simplement pour l'utilisation courante. Voilà, tout simplement. Pour le gasoil, c'est la même chose. J'ai acheté des bidons relativement chers, entre guillemets, parce que je voulais vraiment des bidons étanches, je voulais pas que le gasoil pisse de partout. Et faites attention à ce que vous achetez, parce que des fois les bidons dans le commerce, même quand on serre bien la petite vis rouge là du bidon de gasoil, ça a tendance à suinter légèrement. Alors ça pisse pas, mais ça suinte. Ça pue le gasoil dans le bateau, on est sans arrêt en train de les essuyer, il y a du gasoil sur le pont, enfin bon, c'est pas tip top. Donc mettez quand même un petit budget là-dedans parce que c'est important. Je vous dis, même pour les bidons d'eau, normalement les bidons, il y a des bidons qui sont bleus, bleu marine ou bleu ciel, où la lumière ne passe pas à travers. Ça c'est vachement important d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, j'ai cela, ça fonctionne. Mais effectivement, on a eu à un moment donné, quand on a gardé sur le pont les bidons d'eau pendant 4-5 semaines, quelque chose comme ça. Au bout de la 5e semaine, on avait un bidon avec de la verdure à l'intérieur. Donc celui-là, on s'en est servi pour se laver à l'extérieur. On l'a pas chargé dans les cuves. Et puis j'ai rincé les bidons à l'eau de javel, les 5 bidons pour être sûr, absolument sûr, qu'il n'y ait pas de bactéries à l'intérieur pour le remplissage suivant. Le désalinisateur, c'est une bonne chose parce que la corvée d'eau, c'est vraiment la corvée. Ouais. Parce qu'on va trimballer 100 litres de flotte, et puis on va vider, puis 100 litres de flotte, puis on va vider dans les cuves. Si on peut s'éviter ça, voilà. Moi, bon, vous me direz, on a que ça à faire, hein. Quelque part, bon, ça prend une demi-journée de remplir les bidons et puis de remplir les cuves. Si on peut éviter, c'est quand même mieux. Maintenant, un bon désalinisateur, ça vaut dans les 8 000 €. Faut avoir le budget pour ça. Voilà, c'est vraiment
C'est vraiment important. Par rapport au gasoil, j'essaye de tenir ma cuve toujours pleine. J'ai toujours 2 bidons d'avance, au minimum 40 litres d'avance sur le pont, plus ma réserve toujours, ma réserve elle fait à peu près dans les 250 litres dans la quille. Donc j'essaye de garder ces 250 litres là le plus full possible, de manière à ce qu'il y ait le moins d'eau qui puisse condenser à l'intérieur. Et je mets très régulièrement, une fois sur deux, quand je re-remplis, je mets des produits antibactériens, voilà, pour éviter qu'il y ait un développement de bactéries, etc. Le produit coûte une centaine d'euros, la bouteille, mais bon, on en met 10 centilitres par 10 centilitres, hein, donc ça dure un petit moment quand même, hein, voilà. Donc c'est bien de protéger, quand même de protéger le truc. Bon, je vais noter au fur et à mesure, parce que j'ai pu me souvenir de ce que je dis après. Dans les indispensables, il y a ce qu'on va manger. Embarquer le plus possible de pâtes, de riz, de trucs non périssables, boîtes de conserve, parce que après on s'est aperçu que, alors déjà au niveau des tarifs, quand on a fait l'Espagne, quand on a fait les Açores ou même Madère ou le Canaries, en définitive on s'est retrouvé à avoir des tarifs qui étaient quand même assez relativement exorbitants, voire même beaucoup plus cher qu'en France, parce que on m'a dit oui, en Espagne c'est pas cher. C'est pas cher peut-être dans des endroits quand on a une voiture et qu'on peut aller au grand supermarché du coin. Quand vous êtes sur votre bateau avec vos sacs, vous faites 2 km à pied et puis c'est le grand maximum. Donc on va dans des commerces de proximité et les commerces de proximité sont forcément plus chers. Voilà. Donc attention au budget, bouffe, parce que ça peut très vite grimper, malgré le fait qu'on trouve pas forcément tout ce qu'on veut. Tant qu'on est en Europe, ça va bien. Par exemple, là, je suis au Cap-Vert. Par exemple, on n'a pas de fromage. Là, ça fait 3 semaines qu'on a des pénuries de beurre. Donc, on prend de la margarine. On trouve des substitutions, c'est pas le problème, hein. Mais bon, faut quand même avoir un petit peu de réserve. Et suite à ça, d'avoir par exemple un congélateur, ça peut être une très bonne chose pour congeler du beurre, congeler de la viande, du poisson, etc. Enfin des choses comme ça. Maintenant, pour tous ceux qui n'ont pas de congélateur comme moi, moi je vais plutôt accentuer le truc au départ. Et c'est ce qu'on a fait avec Claire d'ailleurs. On a fait des grosses courses pour avoir, mettons, 10 kg de riz, 10 kg de pâtes, comme ça, on est full. Voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger avec des sauces, avec des choses comme ça pour arranger. Et puis essayer par exemple de la moutarde, on n'en trouve pas, donc là c'est cuit. Vous allez trouver de la mayonnaise, du ketchup, des trucs comme ça facilement. Moutarde par exemple, voilà. Ou si vous en trouvez, ça va être 6 euros le petit pot grand comme ça, quoi. Ça pique un peu quand même, hein, ça pique au niveau du budget, quoi. Donc je vous parlerai du budget après, parce que ça aussi ça a été une surprise quand on est parti un petit peu au niveau budget. C'était un petit peu au-dessus de ce qu'on avait espéré, voilà. Et puis on a l'habitude d'être alimenté par les Leclerc et Intermarché et compagnie, les Lidl et tout ce qu'on veut, qu'on trouve pas forcément ou qu'on n'a pas à portée de main quand on est en voyage. Voilà, on n'a pas le Lidl à côté, on a forcément le petit chinois ou le petit machin, parce que c'est souvent des commerces chinois. Et puis on fait avec ce qu'on trouve. Mais ceci dit, c'est pas un problème, on s'adapte au terrain, hein, voilà. Si on trouve pas, on fait autre chose et voilà, hein. Bon, voilà, tout simplement. Dans les indispensables, il y a aussi les toilettes. Je pense qu'on a fait une bonne opération quand même, malgré que ce soit extrêmement bruyant. Je trouve que c'est ceux-là que nous on a acheté un bas de gamme, hein, donc voilà, ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. À part le fait qu'il y a eu un peu de calcaire à l'intérieur au bout de 8-9 mois, donc il a fallu nettoyer, mais ça fait partie de l'entretien courant. Normal, hein, c'est de l'eau de mer qui passe dedans. Si vous pouvez avoir un désalisateur et avoir de l'eau douce, c'est encore mieux, ça permet d'entretenir beaucoup plus longtemps le WC. Nous on a un WC électrique, aucun problème de fonctionnement, aucun. Vraiment tout marche très bien, vraiment. À part le fait, comme je dis, quand on appuie sur le bouton pour évacuer, par contre tout le monde est au courant forcément, parce que on entend le bruit du moteur qui ronronne, quoi. C'est assez bruyant. Si vous allez la nuit par exemple, vous risquez de réveiller tout le monde. Donc voilà, c'est vrai que les WC, ça c'est un point important. J'ai vu plusieurs bateaux qui avaient des WC à pompe, comme j'avais moi sur mon ancien bateau. Pour moi c'est un peu la galère. Faut manipuler le WC, pomper, évacuer, machin. Enfin c'est pas forcément très aisé. Voilà, c'est vrai que le WC électrique, franchement, voilà, et ça consomme que dalle, hein. C'est franchement le temps qu'on s'en sert. Voilà, on va manger, je crois que le moteur il doit faire 2 ampères, on va appuyer sur le bouton pendant 30 secondes,
ça va rien changer à la batterie, hein. C'est vraiment, ça pose pas de problème. Donc ça, c'était un point vraiment positif. Je pensais que ça allait tomber en panne rapidement, mais non, en fait non. C'est vraiment, ça a vraiment, bon, c'était une bonne chose. Je vais parler dans les indispensables de l'annexe et du hors-bord. L'annexe et le hors-bord, c'est à mon avis, une des choses prioritaires sur un bateau quand vous partez en voyage. Prioritaire. Ou même si vous partez pas en voyage, prenez une annexe de bonne taille. Nous, on a une annexe qui fait 2,40 m, hein, que d'ailleurs je remercie SVB à ce sujet-là, parce que grâce à eux, on a eu une annexe, je dirais, vraiment qui est valable, avec un fond rigide en aluminium. Ça a changé tout. On avait une AX2 qui faisait la même taille, 2,40 m. Par contre, la taille des boudins faisait 30 cm, je crois, un truc comme ça, alors que là, on a des boudins qui font 42, quelque chose comme ça. Et ben, ça change tout. On n'est pas mouillé, on va beaucoup plus vite, on supporte beaucoup plus la charge, c'est beaucoup plus stable. C'est le minimum syndical, hein, 2,40 m, je pense que c'est vraiment le minimum qu'il faut, pour la simple et bonne raison, c'est que au-delà, ça serait formidable. Ceux qui ont des annexes qui font 2,60 m ou 3 m, ça permet d'avoir un moteur peut-être un petit peu plus gros, et puis voilà. Choisissez bien votre annexe, c'est vraiment très important. Mettez un bon budget aussi là-dedans, parce que c'est vraiment la voiture, c'est ce qui vous transporte tous les jours, pour transporter vos bidons d'eau, pour transporter votre course, votre lessive, transporter les gens à l'intérieur quand vous allez à la plage, etc. Donc il faut vraiment une annexe qui tienne le choc. Quand on a un petit peu de houle, si vous avez de la houle qui rentre, parce que vous avez une annexe qui est très basse ou qui a un fond plat, bah vous êtes vite mouillé, quoi. Donc c'est un peu chiant, parce que quand vous allez faire des courses et que vous êtes trempé jusqu'à la ceinture, bah c'est pas très agréable. Voilà, vous êtes non-stop mouillé avec du sel. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a le mieux. Par rapport au moteur, alors là par contre il y a un truc qui est important aussi, c'est d'avoir un moteur assez puissant. Moi l'annexe fait 2,40 m donc, et j'ai un moteur de 2,3 chevaux Honda qui marche parfaitement bien, qui est vraiment ultra solide. Il a pris la flotte, je l'ai nettoyé, il a redémarré illico, alors peut-être que j'ai du bol, voilà. Mais en attendant, à part les vidanges que j'ai été obligé de refaire 5 fois pour vraiment éliminer toute l'eau de mer qui était à l'intérieur de l'huile, il démarre au quart de tour. Bon, il ratatouille un petit peu là. Il faudrait que je règle peut-être le ralenti. Enfin voilà, j'ai des choses à faire dessus encore. Mais ça reste de l'entretien courant. Par contre, 2,3 chevaux, c'est un petit peu short. Vraiment, c'est un petit peu court. Parce que j'ai eu l'occasion, par exemple ici, d'avoir, là, la semaine dernière, on avait encore 25-30 nœuds. J'ai été plusieurs fois faire des courses, donc 25-30 nœuds, bon, on sort l'annexe quand même, hein. Il n'y avait pas forcément de clapot, voilà, on pouvait quand même y aller. Par contre, quand on est face au vent avec un moteur de 2,3 chevaux, c'est très compliqué d'avancer. Vous êtes obligé de vous accroupir un petit peu dans l'annexe, et encore, moi j'étais tout seul, donc je suis assez léger. Si vous avez 3 personnes ou 4 personnes à l'intérieur de votre annexe, 2,3 chevaux, vous allez avoir énormément de mal à remonter les 30 nœuds de vent pour aller jusqu'à la plage. Quand on est vent arrière, tout va bien, on est poussé. Quand on l'a face au vent, le fardage fait que il a énormément de mal à avancer. Je vais pas dire qu'on fait du surplace, mais pas loin, quoi. Donc on est obligé de zigzaguer un petit peu comme ça pour essayer de passer derrière les bateaux, se débrouiller. C'est un petit peu trop juste. Je pense, sans partir dans l'excès, un moteur de 5 chevaux serait pas mal. Voilà. Je pense qu'il faut au minimum ça. L'idéal, c'est d'avoir une annexe ouais, de 2,60 m, 2,70 m avec un moteur de 5 chevaux ou de 9,9 par exemple. Ça serait le pied absolu. Ou d'avoir une très grande annexe. Vraiment, si vous avez un catamaran ou des choses comme ça, bah voilà, si vous avez de quoi porter un bateau de 15 mètres de long ou de 16 mètres, vous pouvez à l'arrière sur les bossoirs, vous pouvez accrocher à l'arrière du bateau une annexe qui fait 3,20 m avec un moteur de 15 chevaux type Black Lion, quoi, par exemple. Ça, c'est le top du top, vraiment, c'est le top du top, c'est très stable, c'est rapide, vous pouvez vous balader longtemps avec. Moi mon moteur hors-bord de 2,3 chevaux, il a une réserve intérieure de 1 litre, 1 litre 100 même je crois. Je pense que je dois naviguer avec, je dirais 1 heure, 1 heure, 1 heure et quart peut-être maximum, voilà, avant de le remplir et qu'il tombe en panne. Ça donne pas une très grosse autonomie, donc faut se balader des fois avec sa petite bouteille d'essence dans l'annexe pour pouvoir remettre un petit machin et puis arriver à revenir au bateau. Ça nous est arrivé plusieurs fois avec Claire de tomber en rade et voilà. Alors quand il y a de la houle pour mettre de l'essence dans le moteur,
faut être équipé, hein. Alors moi je suis équipé, j'ai découpé une bouteille, j'ai fait un entonnoir et voilà. Mais en attendant, faut au minimum ça. Sur des petits moteurs comme ça, on peut vite tomber en carafe, quoi. Voilà, faut faire attention et regarder très régulièrement parce qu'ils disent que ça bouffe 0,3 litres à l'heure. C'est absolument faux, ça bouffe 1 litre à l'heure. Voilà, parce que vous êtes tout le temps à fond. Parce que de toute façon, comme le truc il avance pas vite, bah vous êtes tout le temps à fond. Voilà, si on veut avancer un minimum, c'est comme ça. Maintenant, c'est un très bon moteur. Le moteur hors-bord Honda fonctionne très bien. Il est pas très cher. Ça peut faire ça fait un bon moteur d'annexe. Sachez quand même que quand il y a du vent, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, on se laisse légèrement embarquer, quoi. Puisque je suis dans les moteurs, pareil, je voudrais reparler comme ça enfin, si vous avez vu les vidéos, je pense que vous êtes au courant de mon avis sur le moteur que j'ai changé, Betamarine, qui est pour moi vraiment le pompon. Franchement là, j'ai pas fait d'erreur, j'ai beaucoup de copains et j'en ai parlé avec pas mal de gens comme ça pendant le voyage qui ont des Volvo, des Penta, des machins, des ci, des ça, des Yanmar, qui cherchent de la pièce, qui tombent en panne avec tel et tel truc, qui ont un système électronique, des turbos, des machins, des bidules. Je connais mal le truc, mais là j'ai un moteur qui est très basique, pas de turbo, pas d'électronique, rien du tout. J'appuie sur le bouton, ça démarre. Moi c'est tout ce que je lui demande, hein, quelque part, d'avoir un truc électronique qui gère le je sais pas quoi. Un petit peu, je m'en fous. Moi ce que je veux c'est un moteur fiable et que je puisse réparer moi-même. Et puis quand je mets les mains dedans, bah, je sais que le gasoil il part de là et qu'il va là-bas et puis qu'il repart par là-bas. Les câbles électriques c'est facile, c'est plus moins, voilà. Enfin, il n'y a rien dedans. Donc ce qui fait que c'est très simple d'utilisation, très simple de réparation. Donc franchement, je mets vraiment un pouce pour le moteur Betamarine qui vraiment fonctionne très bien. Jusqu'à maintenant, j'ai eu aucun problème. J'ai aux alentours de 300 heures de vol avec. Il a une puissance assez phénoménale quand même. Il a énormément de couple. Vraiment, quand je mets les gaz, on sent que ça pousse fort, hein. D'ailleurs, quand je jette l'ancre et que je mets la marche arrière, bah, je fais attention quand même parce que je pourrais vraiment tout arracher là avec un moteur. À l'origine, il y a un moteur de 35 chevaux sur le bateau. Moi, je suis passé à 50 chevaux et franchement, je regrette pas. Ça consomme pas des tonnes. Je dois être aux alentours maximum de 3 litres à l'heure à peu près, aux alentours de 3 litres à l'heure, grosso modo 3-4 litres grand maximum quand vraiment je suis à fond les ballons. Et voilà. Après, le bruit. Alors, le bruit du moteur c'est un peu compliqué parce que comme c'est moi qui ai fait tout l'aménagement, l'insonorisation n'est pas forcément extraordinaire. Si vous devez faire une insonorisation de votre moteur, pareil, mettez quelque chose de qualité. Ce que j'ai acheté moi, ça fonctionne. Voilà. Les mousses alvéolées là que j'ai acheté, je les ai payées 11 € le mètre carré. C'est pas très cher, mais c'est des mousses qui vont dans les voitures ou les camions, dans les capots, dans les portières, les machins comme ça. Donc c'est inifugé, c'est anti-feu, c'est en tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. On trouve facilement ça. Maintenant, c'est peut-être pas assez épais. Moi, j'ai pris du 3 cm d'épaisseur. Il faudrait beaucoup plus. Voilà, quelque chose de beaucoup plus rigide et beaucoup plus compact pour pouvoir insonoriser un peu plus. Moi, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai les soutes qui sont de chaque côté, qui sont pas insonorisées, etc. Donc le moteur, effectivement, est à l'intérieur du bateau est bruyant parce que, bah, à cause de ça, tout simplement, parce que l'aménagement fait que il n'est pas enfermé dans une boîte complètement et l'insonorisation, j'ai pas forcément pris ce qu'il y avait de mieux. Voilà, pareil, tout ça pour une question de budget. Donc, attention à ça, quand vous faites des quarts la nuit et que vous êtes obligé de mettre un peu de moteur, par exemple, parce que n'y a pas de vent ou que je sais pas quoi, dites-vous que ça peut être embêtant de dormir la nuit avec le moteur qui tourne. Voilà, c'est pas toujours... voilà. Bon, moi, ça me pose pas de problème, je dors comme une pierre, donc il n'y a pas de souci. Mais en attendant, ça peut gêner les gens. Maintenant, bon, il fait un bruit normal de moteur. Voilà, c'est pas le moteur en lui-même qui pose un problème. C'est le travail que j'ai pu faire autour de ça. Si je devais refaire les choses, je ferais une insonorisation bien meilleure. Voilà. À propos de Starling, alors, oui, Starling, j'en suis vraiment très content. Parce que, alors au début on a eu un tout petit peu de mal quand on a fait la traversée aux Açores, on savait pas trop comment manipuler le truc, en fait on n'a pas réussi à le mettre en route, ce qui fait qu'on n'a pas pu donner de nouvelles aux gens et tout le monde s'est inquiété.
Bon, voilà. Maintenant, on a trouvé la combine. Passer en mode océan, c'est pas très compliqué. Il faut le faire avant de partir. Voilà, c'est mieux. Et puis, vous mettez votre Starlink en route quand vous le souhaitez, à des périodes bien précises. Ça coûte 2,50 € ou 2,80 €, enfin je sais plus, le giga supplémentaire. Moi j'ai un forfait itinérant à 89 €, un forfait illimité. Donc j'ai internet illimité, voilà, quand je suis près des côtes, à moins de 6000 des côtes ça marche. Vous passez en mode océan à partir de 6000 des côtes je crois, ou 12 000 des côtes, quelque chose comme ça. Et ça marche très très bien. Ça permet d'avoir WhatsApp, ça permet d'avoir des cartes pour la météo, ça permet d'avoir tout un tas de trucs, d'envoyer des mails, de donner des nouvelles aux gens. Et puis franchement je suis très très satisfait malgré les 89 € par mois que ça coûte. Ça coûte une blinde, c'est vrai que ça fait partie d'un sacré budget pour le mois, mais je trouve franchement pour l'avoir essayé là depuis, ça fait 18 mois qu'on l'a, hein, depuis qu'on a mis le bateau à l'eau, je m'en séparerai pas. Alors moi je fais de la vidéo, donc quelque part j'ai besoin d'un truc pour diffuser les vidéos, mais même sans ça, franchement c'est très très utile, et ça permet d'avoir internet. Là j'ai internet dans le bateau, H24, voilà. En navigation, on le coupe, même des fois au mouillage, ça peut arriver qu'on puisse le couper parce que ça va bouffer à peu près 4 ampères. Donc attention, ça bouffe 4 ampères, alors entre 2 et 4 ampères, si vous le laissez à dormir, il bouffe 2 ampères, si vous mettez internet, c'est-à-dire si vous branchez votre ordinateur et que vous êtes connecté, à ce moment-là, il doit pas aller un peu plus, je pense, donc il doit bouffer un peu plus. Bon, bref. Hormis les 4 ampères qu'il faut gérer, n'empêche que ça c'est quand même un truc qui fonctionne très très bien, vraiment, hein. Il faut un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, le temps qu'il capte le satellite, et vous avez internet, vous pouvez aller regarder un film sur Netflix ou je sais pas quoi au milieu de l'océan. Bon, attention, ça coûte, hein, 2,80 € le giga supplémentaire, hein. Donc voilà, nous en 2 heures, on a laissé à chaque fois allumer 2 heures, le temps de prendre les cartes, pour la météo, le temps de téléphoner aux gens, le temps d'envoyer des mails, de consulter quelques trucs. 2 heures, c'est à peu près 5 €. On a dû bouffer 5 €. Mais bon, pour le coup, il y avait Claire qui était là. Quand j'avais les filles avec moi, c'est pareil, elles étaient connectées dessus, donc ça doit tirer. On a bouffé du giga quand même, voilà. Bon, n'empêche que c'est indispensable. Si c'est à faire, moi sans aucune hésitation, je reprends Starlink. Aucune hésitation. Au niveau on m'a demandé aussi qu'est-ce que j'avais à l'intérieur du bateau comme matériel type imprimante. Alors oui, j'ai une imprimante, parce que quand il y a besoin de sortir des papiers, ou même quand vous recevez, je sais pas moi, votre feuille d'impôt, ou j'en sais rien, de toute façon c'est quand même bien de pouvoir l'imprimer. Donc l'imprimante, ça prend pas énormément de place, on met ça dans un coffre, on la sort une fois de temps en temps, et puis voilà, prévoir d'avoir des cartouches d'avance, parce que dans tous les pays où on est passé, on n'a pas trouvé de cartouches. Pareil, j'ai là donc, comme vous savez, la machine à coudre. L'idéal, c'est d'avoir une machine à coudre qui, alors je vais pas nommer de marque, mais une machine à coudre qui peut coudre des voiles, hein, les machines à coudre bleues là, comme Black Lion vient de s'offrir. C'est l'idéal, franchement ça coud très très bien, il y a un double pied, machin, c'est formidable. On peut coudre des grosses épaisseurs, ça coud très très bien. Moi ma machine à coudre, c'est une machine à coudre de chez Lidl qui vaut 100 balles. J'ai réussi à faire mes coussins, j'ai fait mes voiles, j'ai fait mes coussins extérieurs, j'ai tout cousu avec, donc ça marche quand même, mais pour du tissu et pour des travaux courants, voilà. C'est indispensable pour moi parce qu'il y a besoin toujours de faire des coutures. Là j'ai mon short qui a craqué, je vais hop mettre un coup de machine à coudre et puis hop, je vais me refaire un ourlet comme il faut. Bon, plutôt que de le faire à la main, parce que là par contre je suis pas très doué. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc la machine à coudre, c'est un truc qui coûte pas trop cher et qui peut vraiment rendre service, quoi. Vraiment. Dans la série confort, je reviens sur le dessal parce que c'est un point important. Vraiment, si vous avez les moyens de le faire, faites-le. C'est vraiment primordial. Maintenant, c'est pareil, le dessal, il faut, tout comme tout ce qu'on va consommer, comme Starlink et compagnie, donc tout ça, on rajoute des ampères qu'on ne consommait pas avant. Et donc ça oblige à avoir un parc de batterie assez important. Moi je vais faire simple, hein, j'ai plus les chiffres en tête exact, mais je dois avoir aux alentours de 600 ampères de batterie AGM. Comme j'ai 600 ampères, il faut pas les décharger à plus de 50%, donc ça me donne 300 ampères d'autonomie. 300 ampères d'autonomie,
Globalement, je consomme à peu près une centaine d'ampères par jour. En gros, en navigation. Un petit peu moins quand je suis au mouillage. Donc tout confondu. Grosso modo, hein. Des fois ça va être 80, des fois ça va être 110, ça dépend, bon voilà. Mais en attendant, on va dire une moyenne de 100 ampères. J'ai à peu près donc 3 jours d'autonomie. Au bout de 3 jours, j'allume le moteur et je remets le truc en route pour pouvoir recharger. Mes panneaux solaires font 400 watts. Avec mes panneaux solaires qui sont parfaitement à l'horizontale, ils ne sont pas orientables du tout. J'ai pas voulu faire comme ça parce que c'était assez compliqué de mise en œuvre et je savais pas si ça allait tenir en mer et si ça allait tenir par grand vent par exemple. Donc j'ai boulonné le truc pour que ça ne puisse pas s'arracher et donc j'ai choisi le fait d'avoir les panneaux solaires parfaitement à l'horizontale avec une légère pente sur l'arrière, légèrement, de manière à ce que l'eau puisse évacuer. Donc j'ai 400 watts, les panneaux solaires, je crois que le maximum que j'ai pu avoir c'est 300 watts de débit. Quand je suis au mouillage, il n'y a pas de problème. Si par exemple je ne mets pas Starlink ou même avec les frigos, parce que j'ai 2 frigos, j'arrive à être à 100% sans trop de problème. Voilà, ça pose aucun souci. Là, j'étais à 80% parce que j'ai fait un peu d'ordinateur hier soir. Là, je vais être à 97%. Ce soir, je serai à 100%. Voilà. Il faut au moins 800 watts de panneaux solaires pour moi. Je parle au minimum. Hein. Si vous avez plus, tant mieux. Hein. Si vous avez votre budget pour ça, mettez 1000 watts. C'est vraiment l'idéal. 400 watts, c'est le minimum syndical pour pouvoir charger. Et ouais. 800 watts c'est le pied, 1000 watts c'est le pompon, voilà. Mais faut la place, j'ai la possibilité moi encore de mettre 400 watts supplémentaires, donc peut-être que je le ferai. Pour l'instant j'ai pas le budget pour ça, donc voilà. Mais l'idéal après ça serait effectivement de pouvoir d'être multicharge, c'est-à-dire que par exemple d'avoir et les panneaux solaires quand il fait beau, mais s'il fait pas beau, d'avoir par exemple l'éolienne. Par exemple ici on a pas mal de vent sur Boavista. S'il y a du vent, une éolienne fonctionnerait au mouillage. Elle fonctionnerait moins bien quand on est en navigation portant, forcément. Et de ce fait là, ce serait peut-être d'avoir, je dirais, un hydrogénérateur. Alors tout ça, ça coûte, hein, parce qu'une éolienne c'est 1000 balles, un hydrogénérateur c'est 3500 balles, etc. etc. Hein. Enfin bon, on peut faire des chèques et des cartes bleues tant qu'on en veut là. Ça c'est le package idéal. C'est pour charger. Je pense qu'en fait la difficulté souvent des choses viennent pas du parc de batterie en lui-même. Moi avec mes 300 watts je m'en sors parfaitement bien. Malgré mes 2 frigos Starlink, malgré mes équipements électroniques, malgré le convertisseur 12-220, je marche en 220 par exemple pour les frigos, même en navigation, et donc c'est pas forcément les 300 watts de disponibles qui posent un souci. Concentrez-vous, je pense, pour moi, plus sur le mode de recharge. Générateur, éolienne, panneaux solaires à gogo, voilà, il faut se concentrer plus sur comment on va charger ces batteries plutôt que la quantité de batterie. Si vous avez 1000 watts de batterie et que vous avez absolument rien pour charger derrière, ça sert à rien. Vaut mieux avoir un gros package je dirais de chargement, quitte à avoir un parc de batterie plus petit. Voilà, pour une question de place, de budget, enfin j'en sais rien. Mais par exemple, moi 300 watts ça me suffit. Voilà, alors je sais bien qu'il y a plein de gens qui vont me dire oh 300 watts c'est pas assez, blablabla, machin. Bon, chacun fait comme il veut. Il y a des catamarans, ils ont de la place, ou des monocoques de 15 ou 16 mètres. Forcément, où il y a plus de place dedans, on peut mettre plus de batterie, on peut mettre plus de choses, ça c'est sûr. Chacun fait en fonction de la taille de son bateau et de son budget. Moi, pour un budget rikiki, parce que je pense que dans le monde des youtubeurs, de ce que vous pouvez voir, je pense que je dois être celui qui a le moins de budget. Donc on fait au mieux avec le minimum qu'on puisse avoir. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut mettre le paquet sur le chargement et non pas peut-être la quantité de batterie. Voilà. Quitte à faire un choix, je garderai mes 300 watts de batterie de service, hein, voilà, qui fonctionne. Mais par contre, je mettrais plutôt, ouais, effectivement, de quoi charger à côté. Peut-être un groupe électrogène, peut-être, plutôt que d'allumer le moteur, par exemple. Un groupe électrogène, ça peut être pas mal pour faire un appoint, même au mouillage. Voilà, peut-être une éolienne. Alors, il y a des pour, il y a des contre pour les éoliennes, parce que apparemment, ce serait bruyant. C'est vrai que quand vous êtes à côté de quelqu'un qui a une éolienne, on entend ça siffle, et on a tendance à se dire, bah, si elle est accrochée au bateau,
ça ronronne à l'intérieur du bateau, c'est... Bon voilà, alors après j'en sais rien, j'ai jamais essayé, j'ai jamais eu l'occasion de voir ça, mais effectivement les bateaux qui ont des éoliennes à côté, on entend les pales qui tournent, donc j'imagine qu'il doit y avoir du bruit à l'intérieur du bateau. J'en sais rien, enfin bon, ceux qui ont des éoliennes, mettez-moi un commentaire, j'ai aucune idée du truc, mais bon, je parle énergie, voilà, s'il y a la possibilité, je pense que ça peut être un bon appoint. Je sais qu'il y en a plein qui les ont enlevés, parce que ça, à première vue ça marche pas, il y a ci, il y a ça, enfin bon. Et il y en a d'autres qui sont parfaitement satisfaits. Bon, voilà, chaque fois midi à sa porte. Au niveau, pareil, au niveau du confort, on m'avait, à l'époque où j'ai changé mes hublots, on m'avait dit oui, les hublots de chez Plastimo, c'est de la merde, gna gna gna, enfin bon, c'est pas cher, et blablabla. Alors effectivement, c'est les moins chers que j'ai trouvés. Les Plastimo, jusqu'à maintenant, ils ont fait leur job, vraiment. Il n'y a aucune fuite. J'ai pas de problème sur les joints, pas de problème sur les fermetures, on y fait attention, je les graisse, je nettoie les joints régulièrement, j'évite qu'il y ait du sel, et je trouve que l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils sont vraiment très plats par rapport aux autres marques, pour nommer personne, voilà, qui, pour le prix de 2 Plastimo, j'aurais même pas eu un hublot d'une autre marque, voilà. Donc quand vous mettez 800 € ou 900 € dans un seul hublot, ça pique un petit peu quand même, hein. Donc j'ai choisi l'économie, entre guillemets, et très franchement ça marche. Très franchement ça marche. Alors après, l'hiver, quand on était à La Rochelle, les hublots là, on avait de la condensation sur la partie aluminium. Donc on a trouvé l'astuce en mettant un isolant par-dessus. Comme vous avez vu, hein, si vous avez suivi les vidéos, on a un petit truc en thermoréflecteur, plus une petite bâche qu'on met par-dessus, et là ça évite la condensation, ça marche. À part ce désagrément-là, alors effectivement on sent que c'est un peu fragile, faut faire attention, hein, les poignées non plus, faut pas tirer dessus comme un cinglé. Mais bon, en attendant, si on fait attention à son matériel, je pense que ça peut durer longtemps. Là, on dirait en 2 ans, pratiquement de service, pas de souci, pas de souci. Les hublots ont bien fonctionné, voilà. J'ai la même réflexion pour le frigo. Le frigo, donc ça c'est un 220 volts qu'on a acheté chez Boulanger, voilà, à 160 €. Tout le monde m'avait dit ça marchera pas, et machin, quand ça va agiter il va s'arrêter, gna 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 gna. Non, pas du tout, ça fonctionne parfaitement bien, vraiment parfaitement bien. Même celui qu'on a eu par Vevor, celui qui s'ouvre par le dessus, fonctionne parfaitement bien aussi. C'est pas du tout un frigo marin, c'est un frigo de camping-car ou de bagnole, voilà, le truc de camping de base. Il n'y a jamais eu aucun problème en 220 ou en 12 volts. L'avantage, c'est qu'il fait les deux, lui. Là, ici, l'inconvénient, c'est ça. C'est-à-dire que quand on va l'ouvrir, effectivement, on est obligé de mettre une sécurité pour éviter que le frigo il s'ouvre. Et quand on est en navigation, si on gîte sur tribord, pas de problème, le frigo, la porte, on la tient, tout reste collé à l'intérieur. Si on gîte sur bâbord, faut faire attention que les boîtes ou les yaourts ou les camemberts qui sont à l'intérieur, hop, tout ça, ça dégage, hein. Donc faut faire attention, et puis mettre tout dans des boîtes, conditionner, les attacher, et puis préparer son truc pour que on puisse naviguer en toute sécurité, sans que le frigo s'ouvre. Nous, ça nous arrivait une fois ou deux, tout était par terre, quand le bateau il bouge dans tous les sens et que ça peut, voilà, c'est pas toujours facile de tout remettre dedans parce que tout ressort, on remet dedans, ça ressort, donc c'est pas forcément très pratique. Voilà, maintenant ça fonctionne très bien et moi j'en suis parfaitement satisfait. Je suis très content d'avoir les deux modèles, ça m'a permis de comparer. Quand on est en navigation, on va mettre plutôt ce qu'on se sert couramment dans la glacière parce qu'elle s'ouvre sur le dessus et donc tout ne vole pas. Et là on va conserver plutôt des choses dans des boîtes, on va dire, de manière à ce que on puisse s'en servir quand on ouvre le frigo, même en navigation. Voilà, pour 160 €, un frigo marin, ça vaut dans les 1000 balles, 1200 balles, quelque chose comme ça. Et c'est pas mieux que ça, c'est la même chose, c'est le même groupe qui est à l'intérieur. Donc ça fonctionne très bien. Donc ne vous embêtez pas à acheter des frigos qui coûtent une fortune. Un frigo normal, ça marche parfaitement bien dans un bateau. Voilà, un monocoque. Voilà. Alors en catamaran, c'est encore mieux. Je repense encore à Black Lion, qui est un frigo congélateur dans son bateau, et ça pose aucun souci à personne. Voilà. Malgré le fait que non, ah bah oui, ça marche pas. Si, ça marche. Voilà, ça c'est des conneries, ça marche. Tout autre sujet.
dans une catégorie, je dirais, plutôt sécurité. On a une pharmacie qui est bien remplie quand même, hein. On a eu le réflexe d'aller voir notre médecin traitant et de lui expliquer notre voyage, qu'est-ce qu'on allait faire. Donc il nous a donné la liste des vaccins à faire. Donc on a fait tous les vaccins qui étaient préconisés. À vous de voir avec votre médecin ce qu'il fait. Alors, attention, il y en a qui sont payants, hein. Nous on en a eu pour 180 € en plus. Je crois qu'on a eu la fièvre jaune et quelques trucs en plus qui semblaient indispensables, et donc on les a fait quand même, hein, par sécurité, mais ça coûte un petit peu d'argent, hein, quand même, hein. Donc le médecin nous a fait la liste complète de tout ce qui pouvait nous arriver éventuellement. Alors on n'a pas des sacs comme ça énormes, hein. On a un sac avec le minimum vital, de quoi recoudre, une agrafeuse pour recoudre avec un fil, des attelles si on se casse une guibole ou si on se les médicaments nécessaires pour les yeux, pour quand on a la diarrhée, si on est constipé, si on a mal au ventre, si on a ci, si on a ça, enfin il y a toute une liste de choses. Je pense que le médecin est tout à fait habilité à vous faire une liste. N'achetez pas tout et n'importe quoi, parce que 80% de ce que vous allez acheter ou 90% de ce que vous allez acheter ne va jamais vous servir, et c'est un peu de l'argent peut-être foutu en l'air parce que ça coûte relativement cher et que de toute façon il vous faudra une ordonnance si vous voulez être remboursé par la sécurité sociale. Bon, sinon si vous payez de votre poche, il y en a pour un petit billet quand même, hein. Mais en attendant, on a le minimum vital, on n'a pas un truc extraordinaire. Il existe, je sais, des systèmes, je nommerai personne non plus, qui permettent d'avoir carrément des valises, enfin des sacs avec absolument tout dedans. Et parce que si vous êtes en contact avec Toulouse, qui est le centre médical pour les marins, on va dire, ils peuvent, avec ce que vous avez à l'intérieur de vos sacs, qui est déjà pré-rempli, on va dire, vous dire quel type de produit vous pouvez utiliser, etc., etc. À part une petite coupure, un bobo, un machin. Bon, le pchit qui soigne, ça on s'en sert couramment parce que ça peut très très vite s'infecter avec l'eau de mer, donc voilà. Ne négligez pas la pharmacie, c'est vraiment un point important parce que si vous arrive quelque chose, c'est vraiment là votre trousse de secours, il n'y a pas forcément un médecin à portée de main. Voilà. Pareil, hein, au niveau des dents, partez avec une visite chez le dentiste, parce que même comme ça, il est arrivé un désagrément à Claire, et c'est là où on s'est aperçu par exemple que la carte internationale de sécurité sociale ne marche pas du tout. C'est-à-dire que quand vous êtes en Espagne et puis que vous avez un problème de dents, par exemple, vous payez 160 € le dentiste, mais la Sécu vous rembourse pas. Voilà, donc la carte internationale de soins, là, ça sert absolument à rien, sauf peut-être si vous êtes hospitalisé. Voilà. Mais si vous allez voir un généraliste parce que vous avez mal au crâne et qu'il vous faut des médicaments, faut pas compter là-dessus. Claire, elle a payé les 160 € de sa dent et elle n'a jamais été remboursée par personne. Bon, voilà. Donc ça, c'est du pipeau. Si vous avez des expériences de ce type-là, mettez-moi aussi dans les commentaires, je serais curieux de savoir qui a été remboursé de quoi. Voilà. Mais peut-être qu'à l'hôpital ça marche. Peut-être que si on rentre dans un hôpital ça marche. Voilà. Pensez que quand vous êtes la nuit en navigation, ou même la journée, vous pouvez vous faire balayer, mais quand je dis balayer, c'est vraiment balayer, par une déferlante qui traverse le bateau. De travers ou de face, peu importe. Mais notamment de travers, moi ça nous est arrivé plusieurs fois. On a rempli 200 litres de flotte dans le cockpit, parce qu'il y a une vague qui est tombée comme ça par l'arrière, et on a rempli le bateau pareil. Voilà. Donc après on s'est dit on va fermer, on va tout fermer de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Pour la sécurité de ça, pensez à avoir des harnais de très bonne qualité et des gilets de sauvetage où on peut s'accrocher dessus systématiquement. Il ne faut pas s'attacher du côté où vous allez aller, il faut s'attacher à l'opposé, parce que vous pouvez très facilement basculer à la flotte et vous allez traîner dans l'eau. Donc faites attention où vous vous attachez et ayez quelque chose, pas un boot ou je sais pas quoi, vraiment des harnais qui sont sécurisés pour ça, avec un système qui s'accroche. Claire s'accrochait systématiquement. Les filles, quand elles étaient en quart, elles ont été briefées et elles ont respecté le truc, elles étaient attachées au bateau chacune,
parce que voilà, avec le gilet de sauvetage et tout ce qui va avec, parce que quand vous prenez, je dirais, une déferlante qui fait 2 mètres de haut et qui couvre le bateau, alors vous êtes trempé, mais ça vous embarque, carrément. Vous pouvez basculer à la flotte très facilement, très facilement. Je pensais pas, je pensais que c'était vraiment que dans des cas de tempête ou machin. Non, pas du tout. On avait 25-30 nœuds de vent, on avait 2,50 m de houle, et on s'est pris 2 déferlantes sur le côté, ça a couché un peu le bateau, et ça a rempli complètement le truc, complètement le cockpit. Et failli basculer, heureusement qu'il y a les cagnards sur les côtés, parce que j'aurais pu passer à travers les filières. Donc attention à ça, c'est un point important. Moi, un deuxième point, par exemple, si vous pouvez sécuriser le pied de mât. Il y a beaucoup de bateaux qui ont des portiques métalliques autour où on peut s'appuyer dessus. Moi, je n'ai pas ça, j'ai 2 enfléchures, c'est-à-dire les 2 morceaux de bois qui sont du côté des haubans, que j'ai rajouté, et ça me permet d'appuyer mon cul dessus. Ça m'a sauvé les miches quand même, parce que en navigation, quand vous êtes au pied de mât, souvent je m'appuie dessus, ça me permet de me tenir comme une rampe, quand par exemple je passe à l'avant. Et ça paraît tout bête, mais faites des enfléchures sur vos haubans, ça vous permettra de ne pas basculer et de passer à travers les haubans. Voilà, ça permet vraiment de se tenir et d'avoir quelque chose. Ça paraît vraiment anodin, ça paraît vraiment ridicule comme truc parce qu'on n'en voit pas forcément, mais si vous n'avez pas de protection autour de votre pied de mât, mettez une enfléchure. Franchement, moi ça m'a sauvé la vie, enfin, entre guillemets, 2-3 fois, heureusement qu'il y avait l'enfléchure qui était en place, sinon je basculais à travers les haubans. Voilà, tout simplement. Même attaché, surtout attaché. Vous basculez, plouf, vous tombez dans la flotte, les 2 mètres de machin, vous traînez dans l'eau, rebelote, on reprend le même système. Donc l'enfléchure, c'est pas une mauvaise idée. C'est un vieux qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui m'avait conseillé ça, et il en avait 2 lui, sur ses haubans, et ben en fin de compte il a raison. Et vraiment il a raison, parce que même par des temps, je dirais pas critiques, parce que 30 nœuds de vent, 35 nœuds de vent, bon voilà, même si c'est 2 ris trinquettes et que ça bouge un petit peu parce qu'il y a 3 mètres de houle, on n'est pas dans une tempête, on n'est pas dans un ouragan ou une tempête extraordinaire. Donc, mais on peut très vite basculer et le bateau faire une embardée et puis passer par-dessus bord. Donc ça paraît tout bête, mais en attendant, l'enfléchure, moi, c'est un bon truc. Tout pareil, les vestes de quart. Mettez un peu de pognon dans vos vestes de quart. D'ailleurs, je remercie d'ailleurs Stéphane qui nous a fourni les vestes de quart de chez Gill, ainsi que les salopettes pour moi et Claire. Franchement, c'est indispensable d'avoir quelque chose de qualité. Moi, je me suis vu rester à la barre pendant des heures, pendant qu'il pleuvait, et avec des vagues qui passaient sur le pont, avoir les bottes et tout le machin. Quand vous descendez à l'intérieur de votre bateau, et puis que vous êtes trempé, vous mettez tout ça dans un petit coin, vous laissez goûter le bazar, mais vous n'êtes pas trempé en dessous. Voilà, c'est ça l'important. C'est pas d'être trempé jusqu'au slip, parce que, après vous avez froid, vous risquez de tomber malade, et c'est franchement pas agréable. Donc d'avoir quelque chose de qualité, c'est indispensable au niveau des vestes de quart. Même au niveau, quand on était en Espagne et qu'il faisait 28 degrés, la nuit il fait 20-22, à 20-22 on a froid. Et moi je me suis vu très souvent, d'ailleurs si vous avez vu les vidéos, avoir une veste, une moumoute, d'avoir un polaire ou d'avoir, je sais pas, un sweat, et d'avoir ma veste de quart par-dessus parce que il fait pas chaud. Il fait pas chaud du tout quand vous faites 3 heures de quart à l'extérieur, et il y a des fois, voilà. Donc ça c'est important d'avoir quelque chose comme ça. Je vais vous parler des ancres. Alors au niveau des ancres, comme vous le savez tous, si vous avez suivi les vidéos, j'ai une CQR de 25 kg et j'ai une FOB HP de 30 kg ou 32 kg, quelque chose comme ça. Ma CQR, je l'ai modifiée, si vous avez vu les vidéos, j'ai rajouté donc une pointe, j'ai rajouté une pointe roll que j'ai soudée dessus. Ça marche parfaitement bien. J'aurais dû, je pense, souder l'articulation qui ne sert à rien. Pour moi, c'est un truc j'ai pas compris. Je vois pas l'utilité. Par contre, au niveau piquage, j'ai jamais eu de problème. On a dérapé une fois, mais là c'était quelque part un peu de ma faute parce que j'avais pas assez de chaîne et on avait une houle de 1,50 m
qui tapait le bateau et ça a tiré, jusqu'au moment où elle a décroché. J'aurais dû rajouter beaucoup plus de chaînes, voilà. Mais c'est la seule fois où vraiment on a dérapé, un petit peu en panique parce que je pensais pas que ça allait déraper à ce moment-là. Franchement, la FOB, alors je suis toujours en phase d'essai, hein, là je teste. Hein. Là j'ai pris par exemple au Cap-Vert, là Sail Race, on a pris 35 nœuds avec 50 mètres de chaîne. Là c'est la FOB qui est, que j'ai mis là actuellement. Je suis pas sur une bouée, ça n'a pas bougé d'un caramel. Hein. Donc alors, c'est pas forcément la meilleure. Hein. Maintenant, si vous avez les moyens d'acheter, je sais pas, une Rockna ou je sais quelle marque, il y en a qui sont beaucoup plus performantes, qui coûtent un petit peu plus cher, voilà. Maintenant, c'est pour moi indispensable, je pense, hormis le fait que ça accroche, hein, voilà. Peut-être qu'elle a une résistance moins importante. Je crois qu'une Rockna, ça doit pouvoir accrocher jusqu'à 2 tonnes, enfin avant qu'elle dérape. Une FOB, je crois que c'est 1 tonne 2. C'est quelque chose comme ça, donc c'est un petit peu moins. Maintenant, dans le sable, franchement rien à dire. Franchement rien à dire pour l'instant, tout va bien. Et on a pris 35 nœuds de vent avec des déferlantes là, par contre, qui passaient là, au cul du bateau. Hein. On avait 2,50 m de déferlantes qui passaient, on bougeait pas mal. Hein. Donc j'ai pu tester là, par exemple, à l'occasion. Pour l'instant, je n'ai rien à dire. Pour moi, d'avoir une ancre plate, ça reste indispensable. Quand vous voulez mouiller, par exemple, à l'arrière du bateau, pour tenir le bateau dans le sens des vagues, vous balancez votre Rockna devant ou votre CQR ou ce que vous avez en ancre, charrue, et vous balancez à l'arrière avec du câbleau, même s'il n'y a pas de chaîne, c'est pas grave, parce que l'avantage de la FOB, c'est que même si vous avez juste un câbleau accroché dessus, elle accroche immédiatement. Elle ne glisse pas, c'est-à-dire elle se pique tout de suite. J'ai pu le vérifier en allant plonger. À l'endroit où vous la posez, si c'est du sable, boum, elle s'enfonce tout de suite. Et ça peut tenir le bateau, voilà. Ou vous pouvez éventuellement affourcher ou mettre 2 ancres si vraiment ça tartine un petit peu. Vous mettez votre ancre, une chaîne de 30 mètres par exemple. Vous mettez votre FOB à 30 mètres et vous rebalancez encore 30 mètres, 60 mètres avec 2 ancres. Normalement, ça ne devrait pas bouger du tout. Hein. Voilà. Moi, je suis assez satisfait de ces 2 ancres-là pour l'instant. Peut-être qu'un jour, je rachèterai une autre ancre, voilà. La prochaine étape, je pense que je vais, comme je vous ai dit, ressouder le bras, qui est articulé et qui, pour moi, ne sert à rien, et voir si ça fonctionne mieux ou pas. Mais je ferai un essai technique sur la plage, j'irai avec mon ancre, et puis je tirerai dessus, et on verra en direct comment elle s'enfonce dans le sable, directement. Voilà. De toute façon, une ancre, dès que ça dépasse, je crois, 30 degrés d'angle au niveau du tirage, peu importe l'encre, ça dérape. Voilà. Si vous êtes au-dessus de 30 degrés, généralement, ça tient pas très longtemps. Faut vraiment que l'encre, la chaîne, soit le plus à plat possible pour que la traction se fasse dans ce sens-là et non pas vers le haut. Quoi. Voilà. Bon. Là, le truc, c'est pas vous donner un cours sur les encres, c'est de vous dire mon ressenti par rapport aux 2 modèles que je peux avoir. Ma CQR fonctionne bien. D'ailleurs, j'ai pu remarquer qu'il y a énormément de CQR encore sur des bateaux. Et il y a énormément encore aussi d'encre plate qui sont de tout modèle. Hein. Alors après, les autres en aluminium, machin, les autres modèles, je les connais pas. Moi, je peux vous parler que de la HP, de la FOB, qui fait 30 kg, parce que celle-là, au moins, je l'ai fait fonctionner et je sais que ça marche. Voilà. Je vous parlerai, je ferai une vidéo spécifique. On m'a demandé si j'avais un bidon de survie. Alors oui, j'ai un bidon de survie avec à l'intérieur des rations qui permettent de manger comme ça ou éventuellement de le diluer dans l'eau. J'ai des bouteilles d'eau, des lunettes, une clé USB avec tous mes papiers dedans, c'est-à-dire tous les doubles des passeports, etc., dans la clé USB. La clé USB, je l'ai mise sous vide pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. J'ai fait aussi la photocopie donc des passeports, des papiers du bateau, etc. que j'ai mis aussi sous film plastique de manière à ce que ça prenne pas la flotte. À l'intérieur, on a mis de quoi se soigner, quelques médicaments, des lunettes de soleil, des fringues. Par exemple, on a remis un t-shirt et un pull, un truc comme ça. J'ai mis de quoi pêcher en plus, etc. Parce que dans le radeau de survie, il y a 2 types de radeaux de survie. Moi, je me suis fait un peu couillonner, on va dire, je savais pas, et voilà. Parce que c'est mon premier bateau où j'ai un radeau de survie, donc voilà. Les autres bateaux, j'étais en navigation côtière, donc
je me suis pas penché vraiment sur le problème. Vous avez des radeaux de survie je crois que c'est de moins de 24 heures ou de plus de 24 heures. Quand vous avez un radeau de survie, faites attention à ça parce que ou à l'intérieur il n'y a rien, ou alors il y a à manger et à boire. Prenez de préférence un radeau de survie de plus de 24 heures. Parce que quand on fait de la navigation hauturière, on peut couler le bateau à côté des côtes, mais on peut aussi couler très loin. Quand vous êtes à mi-parcours sur une traversée de l'Atlantique, vous êtes loin de tout et tout le monde. C'est pas en 2 minutes qu'on va venir vous chercher, même si vous avez une balise de détresse, que je vous conseille d'ailleurs. Ayez toujours une épirbe avec vous, de manière à ce que vous puissiez appuyer sur le bouton et qu'on puisse vous repérer. En attendant, il existe 2 types de radeaux de survie. Moi, j'ai un radeau de survie de moins de 24 heures, j'ai pas fait attention. D'où l'intérêt d'avoir un caisson avec un maximum de matériel et d'eau à l'intérieur, parce qu'il n'y a absolument rien dans mon radeau de survie. J'ai fait la liste de ce qu'il y a dedans, c'est complètement ridicule. Il y a des sacs pour vomir, il y a une couverture de survie et 3 bricoles. Il n'y a même pas d'eau. Donc, bon, prenez des radeaux de survie de plus de 24 heures. Voilà, ça c'est très très important. Quoi d'autre aussi, quoi vous parlez des jumelles, ouais, ça c'est un truc, on m'a posé souvent les questions, est-ce que je me servais souvent de jumelles? Alors oui, je m'en sers assez souvent. Les jumelles, moi c'est des 7,50 que j'ai, parce que je me suis aperçu que les copains qui avaient des jumelles beaucoup plus grosses, quand vous êtes sur un monocoque et que ça bouge, vous pouvez pas faire la mise au point, à chaque fois c'est impossible de lire, même le nom du cargo qui est à 2 km. La multiplication, enfin le grossissement fait qu'on n'arrive pas à tenir ces jumelles correctement. Donc je pense que des 7,50 c'est vraiment pour moi la limite du grossissement pour arriver à jongler entre j'arrive à voir ce que je veux voir et le fait de pas trop bouger et le fait de pas trop grossir non plus. Bon, ça c'est un point de vue que moi j'ai, hein, c'est parce que moi j'ai des 7,50, ça fonctionne très très bien, et combien même des fois quand il y a de la houle, bah pour arriver à choper le cargo, le machin, pas évident, hein, pas évident du tout, hein. Et pourtant c'est pas des grosses, hein. Bon voilà. Alors après, sur la vie à bord, je vais vous parler rapidement des cars. Les cars, nous, on était organisés avec Claire et même avec les filles, on a fait comme ça. Moi, je faisais 11h, 3h. Claire a repris à 3h jusqu'à 6h, 7h. Ça dépend si ça allait bien, elle me laissait dormir. Merci. Et après, je reprenais le car après 6h ou après 7h. On s'est organisé comme ça n'a pas trop mal fonctionné. Avec les filles, on faisait 11h, 2h, et elle faisait 2h, 6h. Voilà. Comme elles étaient à 2, ça permettait de faire un quart un tout petit peu plus long, puisqu'ils sont à 2 personnes. Et donc, on peut discuter plus facilement, on s'endort moins facilement quand on est à 2. Que quand on est tout seul à glandouiller pendant 3 heures, à bouquiner ou à faire rien, parce que il fait moche et qu'on peut pas, ou qu'on n'est pas trop bien, on est barbouillé, ou que voilà. Ça a pas trop mal fonctionné. Faut essayer des choses, parce que les gens, il y en a qui font pas plus de 2 heures, il y en a qui font 4 heures, il y en a qui font, là j'ai discuté avec un ami là, ils font des quarts de 6 heures. C'est-à-dire 6 heures veillées, 6 heures couchées, enfin voilà, et même le jour, donc ils ont un système de quart qui tourne comme ça, vous êtes 6 heures en poste, et 6 heures à faire autre chose, ou dormir, ou faire ce que vous avez envie. Pourquoi pas, moi j'ai pas essayé ça, souvent avec Claire on dormait même l'après-midi, voilà, quand on avait un petit coup de grisou, on roupillait chacun notre tour, mais il y avait quand même, à 99% du temps, c'est extrêmement rare qu'il n'y en ait pas un de réveillé, ou qui dorme avec une petite oreille quand même, tendue. Voilà. C'est compliqué l'écart, parce que chacun a sa physiologie, chacun a son rythme, et trouver le bon rythme pour chacun, c'est compliqué de se lever à 3h du mat pour se dire, je vais faire le guet comme ça pendant plusieurs heures. Après, ça vous empêche pas de dormir pendant une demi-heure, parce qu'on avait remarqué que
un cargo qui ne se voyait pas, qui était à la IS par exemple, qui ne se voyait pas à l'œil nu une demi-heure avant, une demi-heure après, il est à côté de vous. Hein. Il faut 30 minutes pour qu'il vienne vous passer de rien au cargo qui est à 100 mètres. Donc le compte à rebours, là, il est de 30 minutes. Ne veillez pas plus de 30 minutes. Si vous dormez en quart, mettez un minuteur ou un téléphone et toutes les 30 minutes, faites une veille, vraiment. Parce que vous allez vous faire avoir. Moi, ça m'est arrivé de m'endormir, de ne pas mettre machin, et puis je me suis retrouvé avec un... Alors, il était très loin, soit, heureusement, mais il aurait pu être très près aussi. Je me suis réveillé avec un cargo qui était à 500 mètres. Donc on s'est croisés comme ça, il n'y a pas eu de problème. Mais il aurait pu être à 30 mètres. Voilà. Et je me suis endormi et voilà. Donc ça m'est arrivé une fois ou deux, un truc comme ça. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Malgré que l'AIS fasse tutut quand il y a une route de collision. Et c'est de l'électronique, une veille visuelle. Quand vous avez des pêcheurs qui éteignent leur AIS pour pas être repérés par les autres pêcheurs, vous ne voyez que les lumières. Il n'y a rien sur l'AIS, on voit que dalle. Donc une veille visuelle et auditive, c'est très très important. Je pense que ça fait partie des choses à mettre en place et à se mettre d'accord avec l'équipage dès le départ. Vraiment dès le départ. Pour en finir avec ça, parce que sinon après il y a le coup de dormir aussi qui va avec. Choisissez d'avoir des bons matelas. Nous on a des matelas, je les ai refaits moi, ils font 12 cm, ils sont relativement durs. Parce que dormir c'est quand même un élément important pour la suite. Quand vous faites 8 jours de navigation, ça fatigue. Ça paraît bête, mais ça fatigue. Moi, c'est vrai que quand on a fait la traversée aux Açores, ou quand on a fait la traversée avec les filles, là, on était content d'arriver parce que claqué. Vraiment, c'est vraiment fatigant. Donc, ce qu'il faut, c'est bien dormir. Malgré le fait qu'on soit toujours un peu en éveil, faut dormir le mieux possible, avoir des très bons oreillers. Nous, on a des oreillers à mémoire de forme. Alors ça, c'est génial. Et puis d'être confortable dans son truc, des bons duvets bien chauds, ne pas avoir froid, au pire s'acheter des bouchons d'oreille pour pas entendre le bruit des vagues, le bruit des voiles ou le bruit du moteur, peu importe. Vraiment dormir au moment où vous avez besoin de dormir. Soignez votre couchage. C'est vraiment comme à la maison, hein. Si vous avez un bon matelas, tout va bien, quoi. Voilà. Je voulais vous parler aussi, on m'a posé plusieurs fois la question au niveau de la cuisine. Alors moi j'aime bien faire la cuisine, donc j'ai emmené un maximum de trucs sans que ce soit exagéré. En gros, je vais avoir 3 casseroles, 3 poêles et une cocotte minute. Voilà. Et avec ça, je fais tout. Après, j'ai tous les accessoires basiques, les louches, les cuillères, les machins, les trucs, les couteaux pour couper, etc. Pour pouvoir au moins faire une cuisine dans de bonnes conditions. Le mieux possible. Dans le cadre de la cuisine, si vous avez des congélateurs, c'est formidable. Si vous n'avez pas de congélateur comme moi j'ai opéré sur en me disant de toute façon je n'ai pas le choix, je n'ai pas de congélo. Je suis parti sur deux orientations, qui est de faire du sous-vide. Parce que ça fonctionne bien. Si vous avez de la viande ou du poisson sous vide, vous pouvez le garder une bonne dizaine de jours sous vide, si le sous vide fonctionne bien. Même les légumes, vous pouvez les mettre sous vide crus. Vous allez les garder beaucoup plus longtemps. Ça, c'est une très très bonne technique. Puis même, par exemple, moi j'ai mis des t-shirts sous vide pour pas qu'ils soient mouillés. Notamment dans mon caisson de survie, hein, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Et puis aussi l'option des conserves. Comme vous avez vu sûrement dans les vidéos, j'ai fait du poisson en conserve, etc. Ça fonctionne bien. Ça permet d'avoir en 1h30 des bocaux en conserve avec du poisson, de la viande, des légumes. Moi j'ai fait de la tomate, etc. Ça fonctionne très très bien. Et ça permet de garder longtemps. La dorade coryphène qu'on a pêchée, il me reste encore 3 pots. Je suis content de pouvoir ouvrir un pot de dorade coryphène, voilà, pour me faire plaisir, et puis parce que c'est bon, quoi, voilà. Penchez-vous sur le problème de la conserve, ça peut rendre service, et puis on peut faire énormément de choses en conserve. Donc moi, à chaque fois, j'ai cuit les aliments dans la conserve, hein, c'est-à-dire les aliments n'étaient pas pré-cuits à l'avance. Le poisson était cru, et c'est dans la conserve qui s'est cuit. Donc voilà, on a opté pour ça.
Quoi d'autre aussi au niveau de la cuisine? La yaourtière, ouais, ça c'est un truc aussi qu'on m'a posé la question. Pourquoi j'ai emmené une yaourtière? Bah tout simplement parce que les yaourts sont très très chers. Par exemple au Cap-Vert c'est relativement cher. Et puis même en Espagne, hein, même à Madère et tout ça, c'était le prix, enfin si vous avez le budget tout va bien, mais quand on n'a pas trop de budget, d'avoir une yaourtière, bah c'est un truc, voilà, avec un yaourt vous pouvez le faire 5 fois. Derrière, 5 ou 6 fois, 5 fois, un truc comme ça. Ça bouffe un litre de lait, donc un litre de lait, on va le payer ici à 1 €, 1,20 €, un truc comme ça. Ça permet d'avoir 7 yaourts pour 1,20 €, donc un litre de yaourt, on va dire, voilà, tout simplement. Ça, j'en ai refait encore hier, j'en fais régulièrement, et franchement, c'est un bon plan parce que c'est un petit côté plus-plus. Vu qu'on a énormément de mal à trouver des aliments comme en France, hein, ici on n'a pas de Leclerc et tout ça, hein, donc on a peu de viande hachée, on trouve du poulet, un petit peu de porc, essentiellement du poulet, du poisson. Donc quand vous avez besoin de conserver quelque chose, par exemple là j'avais trouvé de la viande hachée à un moment donné chez un boucher. Bon, ça m'a coûté un petit peu, mais en attendant, j'ai pu mettre ça sous vide, cuire, et j'ai fait des conserves aussi. Donc voilà, ma viande hachée, bah, je la conserve pendant plusieurs semaines. On peut même la garder plusieurs années, hein, ceci dit, hein, c'est un peu comme les confitures hein, de la grand-mère. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce qui était aussi indispensable? L'ablouti. Souvent on m'a posé la question, est-ce que je m'en servais réellement? Ah oui, je m'en sers réellement et tout le temps. C'est-à-dire que par exemple quand je suis un petit peu en carafe le soir et que j'ai pas eu le temps de charger avec le moteur, ou qu'il fait gris et que gna gna, si j'ai besoin de faire de l'ordinateur ou de brancher même ne serait-ce que Starlink, bah Starlink sur l'ablouti, l'ordinateur sur l'ablouti, et ça me donne de l'autonomie, je ne touche pas mes batteries. Quand on est tombé en panne avec Claire, du convertisseur 12220, heureusement qu'on avait l'ablouti pour faire marcher les frigos et tout ce qui est en 220. Pendant 10 jours, on n'a pas eu de 220, puisqu'on a cherché un convertisseur pendant 10 jours. Et bah, quand on en a trouvé un, bah, tant mieux, voilà, ça a fonctionné. Mais pendant 10 jours, c'est l'ablouti qui nous a dépanné. Le moindre truc qu'on faisait en 220, c'était sur l'ablouti. C'est un petit peu long à recharger. Sur l'allume-cigare, il faut une trentaine d'heures pour charger l'ablouti sur l'allume-cigare. Bon, ça fait que 5 ampères l'allume-cigare, hein, c'est pas non plus... voilà. Puis elle a une très grosse capacité. Donc à côté de ça, c'est pas l'appareil que j'aurais acheté, franchement. Mais maintenant que je l'ai, eh ben, pour moi, ça rentre dans le cadre des presque indispensables. Parce que ça m'a tellement bien dépanné, ça m'a bien rendu service, parce que bah, l'ablouti, quand vous branchez un aspirateur, ou même l'aspirateur plus la cafetière, vous avez 4000 watts à sortir, pas de problème, ça les sort. C'est incroyable, mais ça les sort. Vous avez 4000 watts en 220, et hop, ça y va. Et elle bronche pas, hein, elle se met pas en sécurité, rien du tout. Hein. Donc franchement, moi je mets, pareil, c'est un partenariat. Je regrette pas d'avoir accepté ce partenariat. Voilà, tout simplement. Bon les petits loulous, ça c'était la première partie. Je vais vous faire une deuxième partie parce que j'en suis qu'à peine à la moitié des questions qu'on m'a posées. La prochaine fois, je vais vous parler du budget, je vais vous parler du couple. C'est important, comme on vit en couple dans un bateau. Je vous dirai aussi tout ce que je pense et le budget qui a été alloué jusque ces 11 mois de navigation. Voilà. Je vous parlerai aussi de l'entretien du bateau et du matériel que j'ai pu poser. Si j'en suis satisfait ou pas, s'il y a des trucs ça a été, puis il y a des trucs ça a été moins bien. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à voir. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie, ne manquez pas parce que il y a aussi beaucoup de sujets importants pour ceux qui veulent éventuellement partir ou même ceux qui veulent faire de la navigation côtière. Ça peut rendre service à tout le monde. Voilà. Les petits loulous, passez une bonne fin de journée et à la semaine prochaine. Salut!